Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui a marqué les États-Unis dans les années 80. Une histoire qui mélange drame, justice et vengeance. C'est l'histoire de Jody Plocher et de son père Gary Plocher. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette affaire, mais je vais tout reprendre depuis le début pour que vous compreniez bien tout ce qui s'est passé. Et croyez-moi, cette histoire va vous faire réfléchir sur ce qu'on est prêt à faire pour protéger ce qu'on aime. On est en Louisiane dans les années 80. La famille Plocher vit une vie plutôt tranquille. Gary, le père, est séparé de sa femme, June, mais il reste, comme beaucoup de parents, en contact pour le bien de leurs enfants, dont Jody, leur fils de 11 ans. Jody, c'est un gamin comme les autres, un peu timide peut-être, et qui adore le sport. Et c'est justement à travers le sport qu'un homme va entrer dans sa vie, Jeff Doucet. La mère de Jody va les pousser, lui et son frère, à commencer un nouveau sport, le karaté. Et le professeur de karaté est le fameux Jeff Doucet, qui à cette époque-là a 24 ans. Jeff, il est charismatique, il est gentil, c'est un bon prof, bref, il a tout pour lui. Il va d'ailleurs très rapidement devenir un bon ami de la famille et se rapprocher des parents de Jody. C'est donc devenu un ami et un super prof pour les enfants. En fait, ça devient presque un membre de la famille. Doucet, il devient très proche, particulièrement de Jody, avec qui il s'entend très bien. Il lui donne des cours particuliers de karaté, il lui offre des cadeaux, il propose même de le garder de temps en temps pour soulager les parents. Et c'est là que ça devient vraiment inquiétant. Jeff commence à appeler Jody chez lui, à lui demander de venir passer du temps avec lui. Il commence à l'isoler un peu de sa famille en fait. À ce moment-là, personne ne se doute de rien. Pour les Plocher, Doucet, c'est juste un prof de karaté vraiment sympa. Mais ce que personne ne sait, c'est que Jeff Doucet et qu'il va profiter de la confiance des Plocher pour s'approcher de Jody de plus en plus. Un jour, Jeff ramène Jody chez lui et sur le retour, il va lui demander s'il veut conduire. L'enfant est super content, il l'accepte et il se met sur les genoux de Jeff pour tourner le volant. Pendant que Jeff, lui, va mettre ses mains sur les cuisses de Jody à plusieurs reprises. Jody ne dit rien car dans sa tête, tout ce qu'il se dit, c'est que Jeff ne doit pas faire exprès en fait, et ne fait juste pas attention à ce qu'il fait avec ses mains. Quelques temps plus tard, ils vont partir ensemble avec l'équipe de karaté pour une compétition, et durant le voyage, Jeff va murmurer à Jody qu'il a prévu de lui sucer la ce soir, et Jody ne va pas réagir. Dans la soirée, Jeff va donc s'exécuter et lui faire une... Il lui en fera d'ailleurs quotidiennement jusqu'à ce qu'il décide de passer à l'étape supérieure et de... avec Jody. Jody n'en parlera malheureusement à personne. Plus tard, à la suite d'un tournoi, les parents de Jody vont demander à Jeff de le conduire chez son oncle. Et avant de repartir, il va embrasser Jody sur la bouche. Ce qui va, vous en doutez, alerter l'oncle qui ne trouve pas ça normal et qui va donc prévenir le père de Jody. Mais le père de Jody trouve les accusations complètement démesurées et va expliquer à son oncle que non, il ne se passe rien entre Jody et son meilleur ami et que son oncle a juste mal interprété la situation. Ne me demandez pas comment on peut mal interpréter cette situation. En février 1984, tout va changer parce que Jeff va kidnapper Jody et l'emmener à des centaines de kilomètres de chez lui, en Californie. Pendant plusieurs jours, Jeff abuse de Jody. Il le manipule, il le menace et il essaie de lui faire croire que tout ce qu'il fait est normal. Il va même jusqu'à appeler la famille Plocher pour leur dire que Jody est en sécurité avec lui et qu'il ne reviendra jamais chez eux. Imaginez un peu l'angoisse de la famille. Leur fils a disparu, ils ne savent pas où il est, et ils reçoivent des appels d'un homme qui leur dit qu'il ne reviendra jamais. Jeff va finir par expliquer à Jody qu'à partir de maintenant, c'est son fils et qu'il fait partie de sa famille à lui. Et pour convaincre les gens, il va finir par teindre les cheveux de Jody en noir. Pendant ce voyage, Jody va se faire abuser fréquemment, mais en parallèle, Jeff va aussi l'amener à Disneyland, lui faire des expériences cool, dont n'importe quel enfant rêverait en fait. Mais un jour, Jeff va appeler la mère de Jody pour demander à ce qu'elle les rejoigne à l'hôtel avec ses autres enfants pour qu'ils puissent enfin former une belle et grande famille. Mais ce jour-là, ce que Jeff ne sait pas, c'est que la police écoute et que l'appel est tracé. Jeff va donc être arrêté dans un motel en Californie et Jody est ramenée chez lui. Une histoire horrible qui, par chance, si on peut appeler ça comme ça, se terminera bien. En réalité, on sait peu de choses sur l'histoire personnelle de Jeff, si ce n'est qu'il est né au Texas en 1959 et qu'il a lui-même admis avoir été agressé sexuellement dans son enfance. Il a fini par commettre lui-même des agressions sexuelles sur des enfants à tel point qu'il ne se souvenait même plus du nombre exact de garçons qu'il avait agressés. Parce que oui, c'était loin d'être la première fois. Quand Jody revient chez lui, il est traumatisé, il a été victime d'abus horribles et il doit maintenant faire face à la réalité de ce qui lui est arrivé. Quand il a été sauvé, au début,
Il a menti à la police et dit qu'il n'avait jamais été touché, car il pensait que Jeff finirait par sortir un jour de prison et qu'il reviendrait le chercher. Il avait donc peur de le dénoncer. Mais il savait aussi que les analyses auraient de toute façon prouvé les faits. Il va donc commencer à raconter ce que Jeff lui a fait et les détails sont insoutenables. Jeff n'a pas seulement abusé de lui physiquement, il l'a aussi manipulé psychologiquement, en lui faisant croire par exemple que personne ne le croirait s'il en parlait. Pour Gary, c'est la goutte d'eau. Il ne peut pas supporter l'idée que Jeff s'en sorte avec un simple procès. Il est en colère, il est dévasté et il veut que Jeff paie pour ce qu'il a fait à son fils. Le 16 mars 1984, Jeff est extradé de Californie vers la Louisiane, là où il doit être jugé pour ses crimes. À l'aéroport, les caméras de télévision sont là pour filmer son arrivée. C'est une scène assez classique. Jeff est menotté, escorté par des policiers. Mais ce que personne ne sait, c'est que Gary Clocher est aussi là. Il s'est caché près des téléphones publics de l'aéroport. Il a un revolver sur lui. Quand Jeff passe devant lui, Gary sort son arme et tire une balle en pleine tête de Jeff. Tout ça en direct devant les caméras. Jeff va mourir sur le coup. Et là, c'est le choc. Les images font le tour des États-Unis. Certains voient Gary comme un héros, un père qui a fait ce qu'il fallait et ce que la justice ne pouvait pas faire. D'autres pensent qu'il a agi de manière impulsive et qu'il a pris la loi entre ses mains, ce qui est inacceptable dans une société civilisée. Après avoir tué Jeff, Gary est immédiatement arrêté, mais son procès ne va pas se dérouler comme on pourrait s'y attendre. D'abord, il faut savoir que Gary a reçu malgré tout un soutien massif de la part du public. Beaucoup de gens comprennent la douleur et pensent qu'il a fait ce qu'il fallait faire pour protéger son fils. Lors de son procès, Gary plaide coupable d'homicide volontaire. Mais le juge prendra en compte les circonstances et l'état émotionnel dans lequel était Gary au moment des faits et va donc décider de ne pas le condamner à une peine de prison ferme. Oui, vous avez bien entendu. Il écopera donc d'une peine de 7 ans avec sursis, de 300 heures de travaux d'intérêt généraux et de 5 ans de probation. En gros, la même peine que certaines personnes reçoivent pour conduite en état d'ivresse. C'est une décision qui divise. Certains pensent que c'est une forme de justice logique, d'autres estiment que ça envoie un mauvais message, comme si la vengeance personnelle pouvait être tolérée. Et Jody dans tout ça. Après le meurtre de Jeff, Jody a dû vivre avec les conséquences de ce qui lui est arrivé. Il a été victime d'un crime horrible et en plus, il a vu son père devenir meurtrier. Mais Jody a réussi à surmonter ses épreuves et aujourd'hui, il est adulte. Il a écrit un livre intitulé Why Gary Why? Pourquoi Gary? Pourquoi? Dans lequel il raconte son histoire. Il utilise son expérience pour sensibiliser le public aux dangers des abus sexuels sur les enfants et pour aider d'autres victimes à se reconstruire. Il a pardonné à son père, mais il a aussi expliqué qu'il aurait préféré que Gary ne tue pas Jeff. When he killed Jeff, what was your guys' first conversation like after that happened? Do you remember that at all? We didn't really have a conversation. We really didn't talk about it. And it wasn't until late that summer we were walking down to the neighborhood pool, and that's when I told him that I don't blame him for what he did. And that's like the first time where he kind of felt comfortable knowing that, okay, I didn't hate him. Because I was mad at Daddy at first for doing what he did, but then that's when I was like, Daddy, I understand why you did it. I'm not mad at you. So I think that meant a lot. Selon lui, la vengeance n'efface pas la douleur, mais surtout, il aurait préféré que Jeff aille en prison pour ce qu'il avait fait. Son père, quant à lui, est décédé en 2014. Selon Jody, ce qu'il faut retenir, c'est que les personnes peuvent créer un environnement pensé pour donner confiance en eux à la famille, mais aussi à l'enfant. Par exemple, le fait d'abuser d'un enfant, mais aussi de l'amener à Disneyland pour qu'il ait l'impression de s'amuser et qu'il ait envie de rester avec lui. Le fait aussi de devenir, par exemple, ami avec les parents pour se rapprocher des enfants. Il pense aussi que les parents, dans ce genre de contexte, ont l'occasion d'avoir un impact positif énorme sur l'enfant, selon la façon forcément dont ils réagissent à la situation. Quand par exemple vous canalisez toute cette énergie en colère sur la personne qui a commis les crimes et à vouloir se venger, vous manquez une opportunité de simplement permettre à l'enfant de guérir en étant là pour lui. Exemple, sa mère est restée calme contrairement à son père et au final c'est ce qui lui a donné la force de parler et de dire la vérité. Et parfois, la réaction excessive des parents est plus dommageable pour l'enfant que l'acte lui-même. Il explique aussi qu'il a détesté être mais que son corps a apprécié, car c'est un corps humain et qu'il a des réflexes et des fonctionnements classiques, ce qui peut d'ailleurs laisser penser à l'agresseur que l'enfant apprécie ce qu'il fait, ce qui n'est strictement pas le cas, et en réalité, tout ce que souhaiterait l'enfant à ce moment-là, c'est être le plus loin possible de cette situation. Voilà, écoutez, c'est la fin. Je vous laisse me dire si vous connaissiez cette histoire en commentaire, et en attendant, je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Eh bien écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à vendredi prochain.
Gros bisous.